Avant tout, j'espère sincèrement que vous allez bien, que tout se passe pour le mieux de votre côté. Aujourd'hui, on a lancé une émission dense, approfondie, et franchement, une seule session n'a clairement pas suffi. Pourquoi? Parce qu'on avait entre les mains une enquête fouillée rigoureuse et croyez-moi, on ne parle pas d'un sujet banal. Il s'agit d'un deal faramineux, 4 milliards de dollars, un gisement colossal niché dans le grand sud algérien, pas loin d'In Amenas à Illizi. Et le plus incroyable, une boîte saoudienne sortie de nulle part, inconnue au bataillon, qui débarque tranquillement et rafle la mise là où, normalement, seuls les mastodontes mondiales de l'or noir devraient opérer. Alors non, désolé, mais résumer une telle affaire en 30 secondes avec une musique de fond TikTok, c'est non. Ici, on ne fait pas dans le fast content. Chez nous, c'est du long format, du solide, parce qu'on a du contenu de qualité, des infos exclusives, des faits sourcés. On démonte, on analyse, on fouille. Voilà pourquoi nos vidéos prennent leur temps, parce que la vérité, elle mérite plus qu'un scroll distrait. Dans la première moitié de notre émission, on a levé le voile sur une société qui en apparence est saoudienne, mais qui en réalité opère depuis Amsterdam. Son nom, Medener Energy North Africa. Ce n'est pas juste une anecdote. Le 13 octobre, cette entreprise a obtenu un contrat juteux, non pas uniquement de la part de Sonatrach, mais avec le feu vert des autorités algériennes elles-mêmes. Car, petit rappel utile, Sonatrach ne détient pas les droits de propriété sur les gisements. Ceux qui distribuent les cartes dans ce jeu énergétique, ce sont deux institutions, l'Alnaft, qui accorde les licences d'exploration et d'exploitation, et l'ARH qui surveille que tout se fasse dans les clous. Ce ne sont pas des entités décoratives, l'autorité de régulation des hydrocarbures s'assure que tout soit en règle du forage à la distribution. Quant à l'Agence nationale pour la valorisation des ressources en hydrocarbures, c'est elle qui trace les cartes du sous-sol algérien et qui dit qui peut creuser où et comment. Et ce sont justement ces deux piliers institutionnels qui ont ouvert la porte à cette fameuse Medener, une entreprise sans histoire claire, mais à qui l'Algérie vient de confier une part de son trésor énergétique. Au départ, le gisement appartenait à Sonatrach, ou du moins elle en détenait les droits d'exploitation. Jusque-là, rien d'anormal. Et comme souvent dans ce milieu, elle a opté pour une formule bien connue, le contrat de partage de production. En clair, elle s'associe avec un partenaire, elle forme un consortium et chacun y trouve son compte, enfin en théorie. La boîte étrangère injecte des fonds, exploite le sous-sol, vend les barils et récupère sa mise. Pendant que Sonatrach, elle garde un œil et empoche sa part. Mais là où ça coince, c'est que cette fameuse associée, c'est Medener Energy North Africa. Une société qui, soyons honnêtes, n'a ni le coffre-fort ni les épaules pour jouer dans la cour des grands. Rien à voir avec les poids lourds du secteur, ceux capables de mobiliser des milliards et de gérer des plateformes entières. Ici, on parle d'une structure dont le nom ne figure même pas dans les radars de l'industrie pétrolière mondiale. Souvenez-vous de ce qu'on vous a dit dès le premier épisode, cette boîte installée aux Pays-Bas opère dans une obscurité presque artistique. Impossible de mettre un nom sur ses véritables propriétaires, encore moins sur les actionnaires qui tirent les ficelles. En réalité, ce n'est qu'un maillon, une filiale de Meded Energy elle-même, détenue par un certain groupe saoudien du nom de Turkey Holding. Une belle cascade de structures, mais sans profondeur industrielle. Et tenez-vous bien, elle n'a jusqu'ici jamais géré de bout en bout un seul champ pétrolier ou gazier. Dans le jargon du métier, on appelle ça un non-opérateur. Elle n'a jamais eu la casquette de pilote de projet, jamais assumé la responsabilité complète d'un site d'extraction. Elle s'est contentée de rôles secondaires, investisseur passif, fournisseur technique, prestataire occasionnel. Ce n'est qu'en 2025, grâce à un joli coup de pouce de l'État algérien et de Sonatrach, qu'elle a décroché enfin son premier contrat d'exploitation direct. Et encore, tout ce qu'elle sait faire, c'est du forage, de la maintenance et quelques travaux d'ingénierie en périphérie. Pas de quoi faire trembler Exxon ou Total. On vous l'a déjà détaillé, cette entreprise repose sur 3 piliers, 3 filiales stratégiques qui, chacune dans leur coin, sont actives dans le monde du pétrole. Elles ne sortent pas de nulle part, elles sont estampillées partenaires officiels de la Saoudco, autrement dit l'équivalent de Sonatrach, mais version saoudienne.
La première, Rawabi Energy, c'est la spécialiste des opérations de forage et des interventions de maintenance sur les champs pétroliers et gaziers. La deuxième, Inma Utilities, s'occupe de l'approvisionnement en énergie et en eau pour les installations pétrolières. Quant à la troisième, Arabian Chemical Terminal, elle gère tout ce qui touche au stockage et à la logistique des hydrocarbures. Maidener Energy, elle préfère miser sur ces entreprises-là en tant qu'actionnaire ou investisseur de l'ombre. Elle injecte de l'argent dans ses sous-traitants clés de Saudi Aramco, la géante du Golfe. Mais, et il faut bien le répéter encore une fois, jamais, au grand jamais, elle n'a été aux commandes d'un champ pétrolier, que ce soit en Arabie Saoudite ou ailleurs. Fournisseur, oui. Chef d'orchestre, non. Mais enfin, soyons sérieux 2 minutes. Comment peut-on confier un gisement aussi stratégique que celui d'Et Sud à une entreprise sans passé crédible, dans le secteur planqué quelque part aux Pays-Bas et dont ni les moyens financiers ni la solidité technique ne sont clairement identifiables? C'est tout simplement sidérant. On parle ici d'un potentiel de 125 milliards de mètres cubes de gaz naturel, rien que ça. À cela s'ajoutent près d'1 milliard de barils de pétrole et au moins 204 millions de barils d'hydrocarbures liquides. Ce n'est pas un petit puits de province, c'est un trésor national. Et pourtant, ce joyau de l'économie est confié à une société dont on doute même qu'elle puisse aligner les fonds nécessaires. Une boîte sans portefeuille, solide embarquée dans un projet de 5-4 milliards de dollars. C'est comme filer les clés d'un Airbus à quelqu'un qui n'a jamais piloté un cerf-volant. Elle est enregistrée aux Pays-Bas et ce n'est pas par hasard. On vous l'a déjà dit, les petites boîtes du secteur énergétique, celles qui n'ont ni poids lourd ni pédigree, choisissent la Hollande comme tremplin pour décrocher des contrats. Mais attention, pas dans les géants du pétrole. Oubliez l'Arabie Saoudite, les Émirats, l'Irak, ou encore les États-Unis, le Canada ou la Russie, là-bas, on ne joue pas dans la même ligue. Non, ces sociétés ciblent des terrains jugés plus accessibles. Gabon, Guinée, Sénégal, Mauritanie. Et désormais, tristement, l'Algérie s'ajoute à cette liste. Il faut le souligner jamais. Auparavant, notre pays n'avait attribué un gisement aussi stratégique à une entreprise sortie de nulle part. Ce genre de scénario, c'est tout nouveau chez nous et franchement, ça fait un peu froid dans le dos. Et pourquoi cette affaire fait grincer autant de dents? Parce que dans ce domaine, les vrais joueurs, ceux capables de sortir 5-4 milliards de dollars sans trembler, on les connaît tous par leur nom, leur puissance et surtout leur historique. Ce ne sont pas des startups, ce sont des titans. Ils forment un cercle restreint, une élite d'à peine une vingtaine d'acteurs dans le monde. Parmi eux, Saudi Aramco CNPC, PetroChina ExxonMobil, Shell Total Energies, Chevron, BP Marathon, Petroleum Phillips 66, Equinor ex Statoil ENI d'Italie, la thaïlandaise PTT, Repsol d'Espagne ou encore Energy Transfer Partners pour ne citer que. Ces firmes brassent des chiffres d'affaires qui feraient pâlir d'envie bien des États. On parle ici de multinationales capables de porter seules des projets à plusieurs milliards, avec une expertise opérationnelle rodée sur tous les continents. Bref, elles ont les reins solides, le savoir-faire éprouvé et l'expérience concrète. Ce sont des poids lourds, des vrais, pas des coquilles vides sous pavillon hollandais. Maidener North Africa Energy, c'est un peu comme un fantôme administratif, elle existe. Sur papier, pas de réalisation concrète à son actif, aucun chantier en propre zéro historique. Son unique projet tangible, il se passe en Algérie et c'est tout récent. Avant ça, le vide intersidéral. En réalité, cette entité n'est qu'un prolongement d'une maison mère qui, elle, préfère jouer les investisseurs de l'ombre. Elle injecte des fonds dans d'autres structures, des sous-traitants, des fournisseurs techniques ou des partenaires liés à l'exploitation pétrolière. Autrement dit, toujours en périphérie du vrai business. Mais maintenant, cette coquille commence à se matérialiser en Algérie. Et ce n'est pas un hasard. Car derrière cette opération, il y a des visages. Parmi eux, un nom ressort, Jamel Mehri. Oui, on l'a déjà mentionné dans la première partie. Ce businessman algérien entretient des liens étroits avec les têtes pensantes de Maidener. Le puzzle prend forme. Jamel Mehri, c'est un nom qui sonne familier. Et pour cause, c'est le fils de Djilali Mehri, milliardaire, bien connu en Algérie, propriétaire de la luxueuse Gazelle d'Or à El Oued, distributeur de Pepsi et partenaire du géant hôtelier français Accor, avec des établissements comme le Royal d'Oran, les Ibis, les Mercure. Bref, un empire.
Sauf que le fils, lui, n'a pas vraiment hérité du génie paternel. Né en 1969 aujourd'hui, âgé d'environ 56 ans, Jamel a repris le flambeau, mais l'a laissé s'éteindre. Les échecs s'enchaînent, les projets capotent. Dernièrement, il s'est retrouvé empêtré dans une sale affaire placée sous ISTN et visé par une enquête judiciaire. L'affaire, un scandale immobilier que nous avons commencé à décortiquer et auquel nous consacrerons une émission entière très bientôt. Le fond de l'histoire, une opération immobilière gigantesque financée par un prêt de plus de 100 millions de dollars accordé par la CPA, une banque publique algérienne. Objectif, ériger 4 tours. Résultat, rien n'a avancé. Le chantier est resté figé, la banque n'a jamais récupéré son argent et ce qui a été construit ne couvre même pas la valeur du prêt initial. Un fiasco total, un scandale bien réel et une enquête confiée à la DGSN sous l'ère de Nasser. Et c'est ce même Jamel Merhi qui a ouvert les portes de l'Algérie à Medener North Africa. C'est lui qui a joué les entremetteurs qui les a présentés à 2 personnages clés du système. À suivre, parmi les figures influentes qui gravitent dans l'ombre du président Tebboune, il y en a une qui revient souvent dans les coulisses du pouvoir Kamel Sid Saïd. Officiellement, il était le patron de la communication présidentielle à El Mouradia. Officieusement, un homme de réseau, un homme de terrain. Il connaît très bien Jamel Merhi. Et selon certaines sources, il n'aurait pas hésité à mouiller la chemise pour le tirer d'un mauvais pas. Il serait même intervenu directement auprès de Nazar, histoire que la DGS ne serre pas trop la vis à Merhi et surtout, qu'on évite la case prison, un petit coup de pouce entre amis. En tout cas, dans le système actuel, ce genre de service vaut de l'or. La relation entre Jamel Merhi et Kamel Sid Saïd, ce n'est pas une rencontre de dernière minute. Elle remonte à loin, à l'époque où Merhi enchaînait les missions de consultant. Il est passé par Cevital, puis par le groupe Touta, avant de mettre son expertise au service d'un mystérieux groupe privé spécialisé en marketing et communication. Un parcours bien huilé qui lui a permis de tisser des liens dans les cercles utiles. Et parmi les visages qu'il a croisés sur ce chemin, il y avait aussi Mahdi Razar. Autrement dit, les 3 noms qu'on entend souvent aujourd'hui se connaissent que depuis bien avant que la lumière des projecteurs ne les rattrape. Et puis il y a Mahdi Razar. Oui, celui dont on a déjà évoqué le nom. Tenez-vous bien, autrefois garagiste à Paris, spécialisé dans la vente de bagnoles, et le voilà propulsé en figure de proue de la campagne présidentielle de Tebboune version 2e mandat. À Paris, s'il vous plaît. Du capot au micro, il n'a pas hésité une seconde. Il monte un comité de soutien, organise des événements politiques, injecte de l'argent, anime des meetings électoraux, comme un vieux routier de la com politique. Un virage à 180 degrés digne d'un scénario de série, sauf que tout est bien réel. Et le voilà qui enchaîne avec une nouvelle carrière improbable, chroniqueur vedette. Mais attention, pas n'importe lequel, sa marque de fabrique, des insultes à l'appel, des dérapages, en série des déclarations ouvertement antisémites et marocophobes. Résultat, il fait le buzz, ou plutôt le scandale, sur les plateaux de 24 News TV, au point de devenir une figure incontournable, si l'on ose dire. Et qui dit notoriété, dit réseau. Kamel Sid Saïd entre alors en scène, les deux se rapprochent, deviennent amis. Un mot qui en politique signifie souvent allié d'intérêt. Car aujourd'hui, les véritables négociations, les vraies décisions ne passent plus par les ministères. Le centre du pouvoir, le vrai, il est ailleurs. Il s'est installé au cœur du palais présidentiel, pendant que le reste du gouvernement fait de la figuration. Aujourd'hui, quand un investisseur étranger débarque en Algérie, avec un problème sous le bras, inutile de chercher le Premier ministre ou un quelconque ministre. Ce temps-là est révolu. Les vrais relais du pouvoir ne s'appellent plus ministère, mais proche de Tebboune, et en tête de liste Kamel Sid Saïd, bien entendu. Mais avant d'arriver à lui, il faut passer par le filtre incontournable Mahdi Razar, le rabatteur maison. C'est lui qu'on contacte quand une entreprise française, une multinationale ou un entrepreneur étranger se heurte au mur opaque du marché algérien. Il fait l'interface, joue les entremetteurs, tend l'oreille, puis active ses connexions. Et l'étape suivante, le lobbying en bonne et due forme auprès de Kamel Sid Saïd. Un système bien rodé qui fonctionne sans ministère, mais pas sans carnet d'adresses. Avec le temps, et surtout avec l'arrivée du second mandat,
Mahdi Razar et Kamel Sid Saïd ne se sont pas contentés de graviter autour du pouvoir, ils en sont devenus des acteurs clés. Mieux encore, ils sont aujourd'hui considérés comme deux piliers d'un nouveau cercle d'influence qui s'est discrètement structuré au sein même du palais présidentiel. Ce clan-là, il porte un nom, le clan de Mohamed Tebboune, fils du président. Et à l'intérieur des murs d'El Mouradia, il partage désormais la scène avec un autre groupe bien établi, celui de BAM et de Hamider. Deux clans, deux visions, deux réseaux et une lutte feutrée pour le vrai contrôle du pays. Mohamed Tebboune, le fiston du président, n'est plus un simple fils de... Il est désormais devenu une véritable plaque tournante dans les prises de décision. Et autour de lui gravitent des figures bien connues de l'écosystème présidentiel, Kamel Sid Saïd Mahdi Razar, sans oublier une ribambelle de lobbyistes et d'intermédiaires tout aussi discrets qu'efficaces. Dès qu'un investisseur se heurte à un mur administratif ou voit son dossier piétiné, c'est vers ce petit cercle qu'il se tourne. Et très souvent, c'est Mohamed qui monte au créneau en allant glisser deux mots à l'oreille de papa. Cela dit, tous les chemins ne mènent pas forcément au fiston. Certains préfèrent emprunter la voie BAM, une autre autoroute vers les rouages du pouvoir. Ce qu'il faut comprendre, et qu'on répétait déjà haut et fort sur Algérie Part depuis 2023, c'est que la véritable bascule du pouvoir économique s'est faite en silence, mais de manière officielle. Un décret, le numéro 2331, publié le 26 septembre 2023, a redessiné la carte du pouvoir. Ce texte confère au cabinet d'Abdelaziz Djerad des super prérogatives, des droits d'intervention et de gestion dans les affaires économiques du pays plus large que ceux du Premier ministre et bien au-delà de ce que peuvent faire les ministères de l'industrie du commerce ou des finances. En clair, le gouvernement gère les papiers, mais le vrai levier de commande lui est entre les mains du cabinet présidentiel. Prenons un exemple concret. Depuis septembre 2023, le directeur de cabinet de BAM, autrement dit, celui de Tebboune, s'est vu confier une mission pour le moins stratégique. Il est désormais chargé de superviser l'analyse et le traitement de toutes les demandes des investisseurs, qu'elles soient classiques ou spéciales, et ce, en lien direct avec les conseillers de la présidence. Traduction, n'importe quel conseiller du palais peut aujourd'hui s'immiscer dans un dossier économique, dialoguer directement avec des investisseurs étrangers ou nationaux, recevoir leurs projets, écouter leurs blocages, leurs envies, leurs stratégies. Et mieux encore, en collaboration avec le directeur de cabinet, ces conseillers peuvent court-circuiter les ministères, remplacer les ministres et proposer eux-mêmes des solutions pour faciliter, du moins en apparence, l'investissement en Algérie. Il faut aussi remettre les pendules à l'heure. Depuis mars 2024. Pour être très exact, Tebboune a discrètement mis en place une nouvelle structure de gouvernance. Une instance dont plus personne ne parle, mais qui joue un rôle central dans les rouages économiques du pays. Le problème, c'est que la majorité des Algériens n'en savent rien. Pourquoi? Peut-être parce que la presse indépendante n'existe plus, ou peut-être simplement parce que l'intérêt pour les mécanismes économiques du pouvoir reste faible. Il faut dire aussi que l'absence d'une culture économique solide laisse place à l'ignorance, ce qui permet aux décisions les plus lourdes de conséquences de passer sous les radars. Et pourtant, ce machin bureaucratique imposé en toute discrétion a déjà causé des dégâts colossaux. Mais comme personne ne regarde, personne ne crie. Prenons un cas bien précis. À la mi-mars 2024, Abdelmadjid Tebboune a inauguré une nouvelle création administrative sortie tout droit du laboratoire du pouvoir. À sa tête, BAM, évidemment. Son nom pompeux, le Comité national supérieur des recours des investisseurs. Mais attention, ce n'est pas juste un comité, c'est l'organe suprême, rien de moins. Concrètement, cela signifie que tout investisseur qui rencontre le moindre souci en Algérie, blocage, conflit, paperasse qui traîne, ne s'adresse plus ni à un ministère ni à une instance spécialisée. Non, désormais, il faut frapper à la porte de ce monstre bureaucratique suprême autoproclamé, juge ultime du sort des investissements dans le pays. C'est donc le 18 mars 2024, au cœur même du palais présidentiel d'El Mouradia, que ce fameux Comité national supérieur des recours des investisseurs a officiellement vu le jour. Une institution suprême, comme on aime bien les appeler ici. Depuis tout investisseur opérant en Algérie, qu'il se retrouve bloqué, freiné ou simplement paumé dans les méandres de l'administration,
ne s'adresse plus au ministre ni au Premier ministre, ni même à un quelconque ministère sectoriel, pas l'industrie, pas les finances, pas le commerce, pas l'agriculture. Rien de tout ça. Le seul réflexe désormais remonté directement à la présidence, là où BAM règne sur ce comité censé débloquer l'investissement, ou filtrer ce qui doit l'être. À la base, c'est un juriste, rien de plus, ni formation économique, ni expérience, ni même la moindre compétence pour saisir les enjeux financiers du pays. En clair, un profil totalement inadapté à la gestion de l'économie. Et pourtant, lorsqu'il occupe le poste de directeur de cabinet, il se mêle de tout. Débordé, incapable de tout absorber, il ouvre malgré lui la porte à un système parallèle. Résultat, les hommes d'affaires frappent directement à sa porte. Et quand il ne suit plus, il se tourne vers une autre voie, le fils Tebboune accessible par l'entremetteur Razar. À partir de là, tout transite par la présidence. Et évidemment, qui dit accès direct au palais, dit aussi commission Bakchich, petits arrangements. On graisse la patte pour accélérer un dossier pour le poser en haut de la pile, pour qu'il atterrisse directement sur le bureau du président. Et gare à celui qui ne prend pas soin du circuit, il restera coincé à la porte. Les investisseurs privés ou étrangers, eux, ont bien compris les règles du jeu. Pas de miracle sans petite attention. Ils savent que pour faire avancer un projet, il ne suffit pas de présenter un business plan bien ficelé, il faut offrir. Et dans leurs prévisions budgétaires, il y a toujours une ligne discrète intitulée cadeau, parfois en nature, parfois en espèces, parfois carrément, sous forme de marché juteux. Tout cela, bien entendu, parce que le pouvoir économique n'est plus entre les mains du gouvernement, mais centralisé au cœur du palais d'El Mouradia. Quand tout passe par la présidence, la corruption n'est plus une dérive, elle devient presque une condition d'accès au système. Aujourd'hui, en Algérie, quand un investisseur, qu'il soit étranger, saoudien ou autre, pose le pied sur le territoire, il ne passe plus par les circuits traditionnels. Fini les rendez-vous avec un ministre, terminé les démarches auprès d'une agence publique, inutile de toquer aux portes du gouvernement. Non, le seul guichet qui compte, c'est la présidence. Tout se décide là-bas, les demandes sont traitées directement dans les bureaux d'El Mouradia et les contacts se font avec ceux qui gravitent autour du président. Le reste de l'appareil d'État, un décor, une vitrine qui ne sert plus qu'à faire illusion. Les conseillers présidentiels censés se cantonner à un rôle discret, administratif ou politique, se transforment désormais en agents de liaison, en intermédiaires officieux pour investisseurs étrangers. Certains endossent même la casquette de chasseurs de capitaux, négociant avec des hommes d'affaires gérant des portefeuilles, discutant directement avec ceux qui détiennent les cordons de la bourse internationale. Mais là où le bat blesse, c'est que ce glissement de rôle n'est encadré par aucune règle et expose tout le système à un risque majeur de corruption. Dans un État structuré, ces relations passent par les voies officielles ministères-agences, spécialisés PDG, formés directeurs de cabinet, tous formés, responsables et surtout soumis à des lois claires contre les conflits d'intérêts, contre le blanchiment, contre les pots de vin. Mais ici, on navigue à vue sans boussole réglementaire et on s'étonne que ça dérive. Et voilà le tour de passe-passe, les conseillers à la présidence, eux, n'ont aucune chaîne au pied juridique. Ce ne sont ni des ministres ni des fonctionnaires classiques, ce sont des extensions de la voie présidentielle. Et depuis septembre 2023, un petit décret bien ficelé leur a offert des super pouvoirs administratifs taillés sur mesure. Désormais, la loi les couvre du col jusqu'aux chevilles. Alors imaginez si l'un d'eux dit à un investisseur venu de l'étranger « Tu veux faire des affaires ici, 3 millions de dollars et la porte s'ouvre », eh bien ce n'est pas un délit. Officiellement, c'est juste l'exercice légitime de ses fonctions élargies. Voilà comment, avec un tampon et un joli mot sur papier, l'extorsion devient accompagnement personnalisé. C'est ainsi que les Médicags ont posé leurs valises en Algérie. Ni vu ni connu en douce comme un courant d'air tiède venu du Golfe. Pareil pour ces soi-disant investisseurs venus d'Oman, de petites entreprises, sans renommée issues d'un micro-marché de 5 millions d'âmes, qui se pointent ici en mode grand maître de la finance, prêt à révolutionner l'économie algérienne. Mais entre nous, pourquoi ne brille-t-il pas au Maroc, en Égypte ou même en Tunisie? Et voilà qu'en Algérie, ces fantômes économiques raflent des contrats juteux dans l'énergie, la pharma. L'industrie
l'agro. Comment? En s'infiltrant par la grande porte de l'opacité via les petits carnets d'adresses bien garnis des conseillers présidentiels ou des proches du fiston Tebboune. Et pendant que tout se joue dans l'ombre, on appelle ça de l'investissement étranger. Quelle élégance vraiment! Et voilà comment un trou noir saoudien, une société aussi inconnue qu'un grain de sable dans le désert, s'est vu offrir sur un plateau d'argent un trésor gazier et pétrolier algérien. Pas une entreprise avec un CV long comme le bras, non. Aucune compétence, zéro expérience dans l'exploitation d'un gisement, même pas un portefeuille digne de ce nom. Et pourtant, miracle du système 40 ans de concessions gracieusement accordées, 30 ans ferme plus 10 en bonus, pour jouer aux géologues dans la région d'Élysée Sud à une centaine de kilomètres de toute transparence. Une boîte sans référence, sans capital, sans historique, mais avec les bons contacts. C'est tout ce qu'il faut, apparemment. Mais où est l'argent? Ah oui, c'est simple, il n'y en a pas. Même en cherchant, bien impossible de mettre la main sur un bilan comptable. Rien nada le vide intersidéral. L'entreprise est immatriculée comme une coquille vide, sans historique, sans activité identifiable, sans participation connue. Un fantôme administratif totalement dissimulé dans l'ombre. Ce qu'on sait, c'est qu'elle a un cordon ombilical avec une boîte saoudienne elle-même accrochée à un conglomérat tentaculaire qui gravite autour de Saudi Aramco. Bref, de la sous-traitance des partenaires des petits boulots dans l'entourage pétrolier. Mais gérer un gisement entier, jamais fait. Et pourtant, on veut quand même leur offrir un gisement clé en main. Sans garantie, sans preuve, juste avec des relations. Les vrais poids lourds du pétrole et du gaz, on les connaît tous, ce sont des géants planétaires, des titans de l'énergie des multinationales solides comme le roc. Eux seuls ont l'expertise, les ressources et le savoir-faire pour gérer un gisement de A à Z. Mais aujourd'hui, ce qu'on observe, c'est une liquidation totale de notre économie. On bazarde les joyaux du pays à des sociétés étrangères aussi discrètes qu'improvisées. On sacrifie nos richesses naturelles, on dilapide nos intérêts économiques. Et pire encore, on piétine notre souveraineté, tout ça, pour faire plaisir à des acteurs minuscules, mais bien connectés. Triste époque. Derrière ces petites sociétés qui surgissent de nulle part, on retrouve toujours les mêmes marionnettistes, des conseillers bien placés, des proches du clan Tebboune, des lobbyistes à l'affût ou carrément des mains invisibles du palais présidentiel. Ce n'est pas un simple partenariat économique, non. C'est une vente à la découpe, une prise d'otage économique en plein jour, un véritable pillage maquillé en stratégie d'investissement.